3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi? Moi ça va, les projets avancent, et pour ceux qui ne le savent pas encore, préparez-vous, je débarque sur Twitch incessamment sous peu. Donc go, allez me follow, la chaîne est déjà là. Plus les chiffres monteront et plus j'essaierai de commencer vite. Là déjà c'est cool en vrai, je pensais pas qu'on serait autant si rapidement, et ça me booste tellement. Après tranquille, il me faudra probablement encore un peu de temps mine de rien, que je me familiarise avec le nouveau matériel, et que je me familiarise avec OBS aussi, c'est plein de choses nouvelles pour moi. Et du coup en attendant que je taffe de mon côté et que je me prépare, c'est l'occasion. Yes Abe, c'est ça mon gars, follow me, rejoins la team truffe. Mais vu que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour entendre parler basket plutôt que d'entendre parler de stream, je vous le dis, ça part en mode coast to coast. Yes, on va parler des Nets qui, ce n'est pas rien de le dire, possèdent une super team. J'en ai déjà parlé de ces équipes dans une vidéo d'il y a 2-3 semaines. Certaines réussissent, mais d'autres sont des flops monumentaux. Cette année, bien sûr qu'il y a de la hype autour de Brooklyn, comme autour de toutes les super teams du passé, mais ça ne va pas suffire. Rappelez-vous de leurs prédécesseurs lors de la saison 2013-2014, autour de Paul Pierce, Kevin Garnett, Joe Johnson et Deron Williams. En termes de résultats sportifs, ça avait été carrément malaisant. Et là, ne le cachons pas, en cette campagne 2020-2021, on est en droit de se poser des questions. Certes, l'équipe squatte les sommets de la conférence Est, mais en parallèle, elle n'est jamais au complet. Les pépins physiques s'enchaînent, le vécu collectif est faible et certains aspects interrogent. Cette team a été forgée dans le but d'aller au moins en finale NBA, mais force est de constater que la route ne sera pas si simple au vu des questions qui se posent. Alors doit-on s'inquiéter pour ces Brooklyn Nets 2021? Eh bien, c'est parti pour étudier ça en mode coast to coast. Allez, pour commencer, évoquons le contexte. Rappelez-vous de la Free Agency 2019, lorsque Kyrie Irving et Kevin Durant avaient décidé de se réunir afin d'associer leurs talents sous le maillot des Nets. Fallait en être conscient, le projet se voyait à moyen terme, voire à long terme. KD venait de se rompre le tendon d'Achille et Kyrie, diminué, ne joua que 20 matchs la saison dernière. L'objectif était surtout d'être prêt pour la campagne 2020-2021, et c'est ce qui s'est passé. Les deux compères sont arrivés en super forme, mais forcément les automatismes n'ont pas suivi immédiatement. Et oui, ça va être un petit peu le fil rouge de cette vidéo, les automatismes. Le vécu collectif, ça n'apparaît pas comme ça, comme par magie. Voilà pourquoi au bout de 13 rencontres cette saison, les Nets étaient à peine au-dessus des 50% de win. Pour un effectif qui avait telles ambitions, ne le cachons pas, c'est très faible. En parallèle, au Texas, à plusieurs milliers de kilomètres de Big Apple, un certain barbu demandait son transfert. Est-ce que vous voyez la corrélation? Il n'en fallait pas moins pour que les Nets appuient sur la gâchette, dans une transaction qui au total a impliqué 4 équipes, James Harden est arrivé à Brooklyn. Là, ça commence à avoir de la gueule, et même si pour en arriver là, il a fallu se séparer de Jarrett Allen, Caris LeVert, Taurean Prince et plusieurs tours de draft, le pari semblait valoir le coup d'être tenté. Quand on réunit un trio autour de KD, Kyrie et Harden, peu importe qui est autour, avec ce trio, illico on vise le titre. Sauf qu'une saison NBA ne s'apparente que très rarement à un long fleuve tranquille. Entre Kyrie qui s'est absenté pour des raisons personnelles et KD qui s'est blessé à la cuisse, le trio jusque-là n'a joué que 7 matchs ensemble, ce qui est très peu. Après ça ne les a pas empêchés d'obtenir des victoires références quand même, hein. Je me rappelle du match face aux Clippers par exemple, que j'avais maté en bonne compagnie, c'était fou. Face à Kawhi Leonard et Paul George, ces Nets ont montré une intensité énorme et se sont imposés avec panache. Rien qu'avec cette victoire, on pouvait en être sûr, Brooklyn devenait un candidat obvious pour le titre, à condition que tout le monde reste en bonne santé. Surtout que vous l'imaginez, une team qui présente une telle force de frappe, forcément ça attire les chasseurs de balles. Du coup, au moment de la deadline sur le marché des buyouts, signer Blake Griffin puis LaMarcus Aldridge n'a été qu'une formalité. Ajoutez à ça DeAndre Jordan, qui lui est présent depuis 2019, et vous vous rendez compte de tous ces anciens All-Stars qui portent le même maillot? Si une finale était l'objectif minimum, désormais c'était le titre et rien d'autre qui était visé, à condition que tout le monde reste en bonne santé. Pourquoi tu répètes ça en mode disque rayé? Bah parce que c'est important la santé, et puis parce que chez ces Nets, cette saison c'est un vrai souci. Griffin, on en parlera plus tard, n'est plus du tout le joueur qu'il était en 2019. Trop explosif, trop athlétique lorsqu'il était jeune, le voilà désormais à 31 ans avec les articulations ruinées. Alors il apportera des trucs, ne vous en faites pas, mais impossible de l'imaginer retrouver son niveau All-Star qui pourtant ne date d'il n'y a que 2 ans. En tout cas, ce n'est pas très grave car en vrai, quand Brooklyn a signé le Quake, ils l'ont fait en connaissance de cause, ils étaient au courant de ses blessures. La mauvaise surprise fut un peu plus désagréable concernant LaMarcus Aldridge. Après 5 matchs plutôt intéressants, l'intérieur stoppe tout, l'annonce est folle, il prend sa retraite. Victime de problèmes cardiaques, il a, on le comprend, préféré ne pas prendre de risques pour sa vie. Faire une croix sur le basket était donc la piste la plus raisonnable à explorer. Très dur quand même pour les Nets, mais surtout grosse force à lui. Tout ça, ça en fait du remue-ménage. Heureusement, Kevin Durant, suite à 2 mois d'absence presque en raison d'une blessure à la cuisse, annonce enfin son retour. Sauf que là, la tuile. Juste avant que KD ne retrouve les parquets, c'est au tour d'Harden de se blesser, à la cuisse lui aussi. Si cela paraissait bénin à la base, nous venons d'apprendre qu'il avait connu des complications et pourrait potentiellement ne pas rejouer jusqu'au playoff. Tu commences à comprendre pourquoi je parle constamment de leur état de santé tellement c'est préoccupant. Depuis le début de cette campagne,
Irving, jamais l'infirmerie des Nets ne s'est vidée. Lorsque l'on a autant de nouveaux joueurs, comment peut-on développer une alchimie et une cohésion dans ces conditions? On le sait, dans le basket, comme dans tout sport collectif, les automatismes sont primordiaux et en l'état, il est juste impossible de les développer. Même si l'équipe débarque au complet en playoff, il faudra peut-être que ces éléments apprennent d'abord à jouer ensemble avant de performer, c'est en tout cas ce que je lis beaucoup. Alors doit-on vraiment s'inquiéter pour les Nets? C'est bien ce que je vais essayer d'analyser en parlant de tous les points que j'ai listés là-haut. Le premier, c'est le trio Harden, KD, Kyrie. Quand ces gars se sont réunis, on a entendu, comme à chaque fois, le discours habituel. Ces mecs-là ont tous besoin de la gonfle pour briller, il n'y a qu'un seul ballon, comment espérer les voir performer ensemble? Eh bien, je vais être clair concernant ce genre de discours, je trouve que c'est du bullshit. Quand on a de tels gars avec des capacités de création élites et un QI basket hors norme, toujours, je dis bien toujours, des solutions sont trouvées. D'autant plus que là, nous n'avons pas non plus affaire à des gamins. Kyrie, du haut de ses 28 ans, est le plus jeune des trois, tandis que Harden et KD sont eux trentenaires. Du coup, terminé l'époque où tout le monde voulait être le meilleur individuellement. Ces gars-là veulent gagner, ils veulent des titres, rien d'autre. S'il fallait faire des sacrifices, ce qui évidemment doit avoir lieu dans toutes les super teams, chaque élément était partant. Pour s'en convaincre, c'est une anecdote que je trouve assez parlante, Kyrie Irving a décidé officiellement d'offrir son poste de meneur de jeu à James Harden, pour lui évoluer davantage sans le ballon. On a établi ça au bout de même pas 4 jours. Je l'ai regardé, je lui ai dit qu'il serait le meneur et que moi je jouerais arrière. Ça a été simple pour tout le monde car c'est ce qui était le mieux pour l'équipe. Il endosse ses responsabilités, il fait un travail incroyable et il facilite le mien. C'est un luxe d'évoluer à ses côtés et ça me permet de jouer librement. On sait que chacun de nous doit sacrifier quelque chose pour qu'on atteigne notre potentiel maximum. Ce n'est plus un jeu individuel aujourd'hui et c'est encore plus fun. Il est vrai qu'en tant que scoreur qui évolue sans la balle, Kyrie Irving est une bête. Il a beau peut-être être le joueur le plus skillé all-time au niveau du handle, il n'a pas besoin de conserver la gonfle pendant 20 secondes par possession pour tout démolir. Là, en jouant plus off the ball, il a plus de facilité à se faire oublier par les défenses. Il utilise sa vitesse pour se démarquer, arrive à créer son tir dans de tout petits espaces et rentre de plus en plus avec talent des shoots très compliqués. Ajoutez à ça qu'il est ultra clutch et vous comprendrez vite à quel point il est essentiel pour cette équipe. Poste 1 ou poste 2, peu importe, Kyrie Irving cette saison marque plus de points que jamais dans sa carrière. Et Harden en point guard, ça donne quoi? Il continue à dribbler autant qu'il le faisait avec Houston? Ah ça, je l'ai beaucoup entendu. Certains avaient très peur qu'il soit utilisé comme un meneur. Mais écoutez-moi bien, le Harden des Rockets, qui évoluait dans un système où il n'impliquait les autres qu'en dernier recours, oubliez-le. Bien sûr, il excelle toujours dans sa gestion des pick and roll et des drive and kick, mais son jeu ne s'arrête pas là. Cette saison, le barbu a montré qu'une équipe pouvait l'utiliser en meneur de jeu tout en voyant le ballon circuler. Ça, beaucoup en doutaient. Là, lors de cet exercice, Harden est purement et simplement le meilleur passeur décisif de toute la ligue. Son QI basket est complètement à la hauteur de la star qu'il est, et perso je le dis, s'il ne s'était pas blessé, il aurait clairement fait partie de mes favoris pour le MVP. Parce que encore une fois, soyons cash, le Harden de Houston me faisait mal à voir, comme quand tu prends un coup dans le foie, il me pétait les burnes. Mais le Harden de Brooklyn, jusque-là, me fait rêver. Ce gars est génial, il aime jouer, il a une incroyable passion pour le basket, c'est un super compétiteur, et vous voyez comment il manipule le jeu. Il est aux commandes, il rend ses coéquipiers meilleurs et est un playmaker historiquement élite. James est juste brillant, et je pourrais refaire la même analyse de lui dans tous les secteurs du jeu. Il est un incroyable joueur de basket, c'est une joie de pouvoir le coacher et d'évoluer à ses côtés chaque jour. Si ça, ce n'est pas une déclaration d'amour venant d'un coach, je ne sais pas ce que c'est. À travers les années, le barbu a énormément évolué, il a chopé beaucoup d'XP, et aujourd'hui, il est un leader incontestable autant qu'incontesté. Puis bon, je veux parler de Durant quand même aussi, même si l'échantillon de ses matchs est faible. Je vous le rappelle, lors des finales 2019, le gars s'était rompu le tendon d'Achille, probablement l'une des pires blessures pour un basketteur. Peu reviennent à leur niveau après une telle mésaventure, et pourtant KD, lui, il est bien présent, j'ai l'impression qu'il n'a jamais arrêté. Sa capacité à scorer dans toutes les positions est toujours aussi folle, et à 32 ans, il possède encore l'une des panoplies les plus complètes all-time lorsqu'il s'agit de mettre le ballon dans le panier. KD est toujours KD, même quand il est revenu de son souci aux ischio après 2 mois d'absence il y a 15 jours, il a assuré. Malgré ses 6 balles perdues, il a néanmoins compilé 17 points, 7 rebonds et 5 passes en moins de 19 minutes. Tout ça sans rater un seul tir. Boum! Le Slim Reaper a une faculté étonnante à se remettre bien de ses blessures. Avoir l'air aussi à l'aise après 2 mois d'absence, c'est dingue. Quand tu joues avec lui, avec le genre de gars qu'on a dans cette équipe, ça facilite énormément le jeu. C'est juste une question de répétition et d'habitude. Kevin Durant, qu'on l'aime ou non, est juste un monstre du basket. Statistiquement, il fait probablement sa meilleure saison depuis 2016 et son départ d'OKC, si l'on met de côté les 35 matchs qu'il a manqué. Comme Harden et Kyrie, la façon dont il a trouvé sa place dans cet effectif est juste à applaudir des deux mains.
Sauf que justement, 35 matchs manqués, ça fait beaucoup, et puis là, avec seulement 5 rencontres disputées après son retour, il a encore retrouvé l'infirmerie, encore en raison de sa cuisse. Ok, son niveau de jeu ne baisse pas, mais son état de santé, il me paraît quand même très inquiétant. Perso, je ne sais pas vraiment quoi en penser. J'ai lu que sa carrière était finie, qu'il avait beau être toujours aussi bon, il enchaînera les blessures toute sa vie. Son tendon d'Achille a beau être guéri, son corps compensera les faiblesses et d'autres articulations seront touchées. Ouais, j'avoue, ça peut s'entendre, c'est comme ça que fonctionne le corps humain. Sauf que là, s'il est absent en ce moment, c'est à cause d'un coup, une contusion, une béquille, ce n'est absolument pas articulaire, et là, au moment où sortira la vidéo, il aura probablement fait son retour. Donc, calmons-nous un peu et attendons, je pense, avant d'affirmer de telles choses aussi dramatiques. En tout cas, je vais clore ce chapitre là-dessus, et je vous le dis droit dans les yeux. Avoir un tel trio dans l'équipe, si fort, si complémentaire, c'est juste de l'or en barre si ça reste en bonne santé. Du coup, enchaînons sur un secteur qui, je le dis tout de suite, m'enthousiasme bien moins, les intérieurs. Pour commencer, je fais une petite revue d'effectifs, et le premier dont il faut parler, c'est DeAndre Jordan. En regardant le roster, il paraît être le seul à pouvoir défendre sur les gros pivots adverses comme Joel Embiid. Physiquement, je ne vois personne d'autre capable de protéger le cercle, de garder la peinture et d'empêcher les intérieurs adverses de dominer sous le cercle. Mais ça, malheureusement, pour les Nets, c'est surtout théorique, je trouve. Ok, il est un gars solide, qui hustle et qui prend des rebonds, mais damn, en défense, quel plot! Dédé n'a plus les qualités athlétiques qui ont fait de lui le All-Star qu'il était, mais en plus, il est encore moins mobile qu'avant. C'est bien à cause de ça que Steve Nash ne peut pas le laisser plus de 20-25 minutes sur le parquet, et encore, si son vis-à-vis est trop vif, il faudra le sortir et ne pas l'utiliser, pas le choix. Aujourd'hui, pour moi, il est surtout un guerrier qui posera des écrans, chopera des rebonds, jouera des coups, et marquera quelques buckets sous le cercle. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, et je suis d'accord. Sauf qu'autour d'un trio pareil, il faut de la défense, de la rim protection, et ça, malheureusement, j'en suis à peu près sûr, ça ne viendra pas de DeAndre Jordan. Ça ne viendra pas non plus de Blake Griffin d'ailleurs, encore moins même. Bien sûr que comme son pote qui était déjà avec lui aux Clippers, il pourra mettre un gros bloc de temps en temps, mais ça restera très ponctuel. Aujourd'hui, avec son physique diminué, Griffin est surtout un gars qui pourra donner 20 bonnes grosses minutes en jouant juste. Avec son XP, il saura bien se placer, faire les bons choix, la bonne passe, et même écarter le jeu en plantant un triple si besoin. Pour un joueur dont certains imaginaient la carrière terminée il y a de ça un an, c'est mieux que rien. Par contre, pour ce qui est de la défense, s'il vous plaît, circulez, y a rien à voir. Griffin est constamment ciblé par les coachs adverses, c'est flagrant. Tous les meneurs veulent le défier et l'obliger à switcher pour l'affronter en 1 contre 1 et scorer facilement. Quand il est sur le parquet, ses coéquipiers essayent de le planquer, mais ça ne suffit pas toujours. Tout comme Dédé, il est quand même un gars qui apportera des choses cool, mais de la défense et de la rim protection, toujours pas. Essayons d'aller voir du côté de Jeff Green du coup, et là encore je vais être bref. Globalement, ce joueur me plaît beaucoup, le vétéran est un peu le ciment de l'équipe, et en tant que stretch, il profite très bien des espaces créés par les All-Stars. Bon, en attaque, c'est clair qu'il n'est pas un bon passeur, mais il apporte tout de même de vraies choses, comme des coupes, du tir extérieur et du leadership notamment, tout ce qu'il faut autour du trio. Il est un joueur polyvalent très utile, mais aussi très apprécié par ses coéquipiers. Alors qu'il a été formé au poste 3, Steve Nash l'utilise de plus en plus en tant que pivot dans un dispositif small ball, c'est la preuve qu'il peut s'adapter et apporter beaucoup de choses différentes. Mais malheureusement, la défense et encore plus la protection du cercle ne font pas du tout partie de ses qualités premières. Toute sa vie, Jeff Green aura été un joueur porté vers l'offensive. Bon, en défense, avec son expérience, il saura se placer quand même et gêner un minimum son vis-à-vis, je ne veux pas lui enlever ça. Mais clairement, malgré tout le respect que j'ai pour lui, pour son attitude et son impact vis-à-vis de ses coéquipiers, si je veux fermer ma peinture, ce n'est pas du tout à lui que je ferai appel. Du coup, il nous reste qui? Alizé Johnson qui vient d'être signé définitivement après 2 contrats de 10 jours. Non, quand même, on n'en est pas là. Ok, il se bat, il prend des rebonds et joue avec une énergie parfois bestiale, mais remettons les choses à leur place. Du haut de ses 2m01, ce n'est pas lui qui stoppera les Joel ou les Yanis. Du coup, sur la liste, je n'ai plus que Nicolas Claxton. Je vous le dis direct, parmi tous les intérieurs que j'ai abordés jusque-là, c'est celui que je trouve le plus à même d'avoir un impact défensif. Le gars a des appuis très rapides et longs, il se place bien, et surtout il peut switcher sur n'importe qui. Dans le match face aux Sixers dernièrement, c'est lui qui s'est occupé de Ben Simmons, et j'ai trouvé ça très intéressant. Claxton a réussi à lui rendre la vie dure et à couper ses passes vers Joel Embiid. Ça a de la valeur. Du haut de ses 2m11, il est assez athlétique en plus, et il apporte des choses à cette équipe de Brooklyn que personne d'autre ne peut apporter. Pour ça, bravo l'artiste. Maintenant, attention quand même, Claxton ne pèse même pas 100 kilos et peut très facilement se faire bouger malgré toute sa bonne volonté. La peinture, face à des mammouths, il ne peut pas la protéger seul, c'est une évidence, et puis de toute façon, soyons un peu lucides. Quand vous êtes une équipe qui joue le titre, êtes-vous sûr de bien vouloir que l'intégralité de votre défense intérieure repose sur un sophomore de 22 ans à peine qui n'a pas joué quasiment de sa saison rookie en raison de divers pépins physiques? Eh bien non, hein, malgré tout ce qu'il montre de cool, je trouve que Claxton est encore trop inexpérimenté et trop frêle pour avoir un rôle capital dans une équipe qui
qui vise un titre. Ça viendra probablement dans le futur, hein, ce joueur me hype beaucoup, mais soyons honnêtes, il a besoin d'XP, et là c'est juste trop tôt. Du coup, si je fais le bilan de ce secteur intérieur, il y a quand même des choses à noter. Chaque élément présente un profil différent, et apporte des choses à sa manière. Cela permet à Steve Nash de faire évoluer ses rotations et de varier les plaisirs en fonction des adversaires rencontrés, ça c'est une vraie richesse. Sauf que parmi ces pièces, il manque un joueur expérimenté, sur lequel on peut compter soir après soir pour ce qui est notamment de la défense intérieure. En playoff, face à des équipes comme les Sixers ou les Bucks, un tel profil paraît essentiel à mes yeux, et c'est bien là que le bas blesse. La perte de LaMarcus Aldridge en ce sens fait beaucoup plus de mal à ces Nets que ce que l'on aurait pu l'imaginer au départ. Mais bon, du coup, il y a quand même d'autres choses dont il faut parler dans cette team. Par exemple, chez les role-players, notamment ceux qui jouent à l'extérieur, il y a encore des profils différents et complémentaires qui fit parfaitement avec ce qu'il y a déjà. Pourtant, à première vue, tout ne partait pas pour le mieux. Avec la blessure de Spencer Dinwiddie pour toute la saison et le départ de Caris LeVert vers Indiana, Brooklyn perdait quand même deux éléments essentiels de sa rotation. À cause de ça, beaucoup prévoyaient la chute des Nets, car selon eux, autour des 3 stars, c'était le désert. Sauf que affirmer ça, c'est quand même hyper sévère. Déjà pour moi, le pion essentiel du supporting cast, c'est Joe Harris. Le mec est un expert à 3 points, un tireur élite de chez élite, essentiel dans un tel effectif. Au niveau des pourcentages, c'est un crack, il est actuellement sur ses meilleurs chiffres en carrière, et avec ses 58% de réussite, il domine tout simplement la ligue au niveau de l'adresse sur ses tirs extérieurs grand ouverts. Oui, personne en NBA ne fait mieux que lui lorsqu'il n'est pas défendu. Sur catch and shoot, c'est un peu la même. Harris est à 52% de réussite, et dans la ligue, seul Joe Ingles fait mieux. Visiblement, quand tu te prénommes Joe, tu es prédestiné à artiller. Le mec dégaine à une vitesse folle et tire avec une précision absolue. Forcément, au vu de tout ce qu'ils peuvent faire en attaque, KD, Kyrie et Harden attirent les défenses beaucoup plus que de raison, et c'est la base du basket moderne, ça crée des espaces. Pour profiter d'un tel phénomène, il faut des shooters, absolument, et Joe Harris est le profil parfait. Mais en fait, ce n'est pas la seule chose qui me plaît chez lui, car cette saison, il est vraiment un Iron Man. Alors que le nombre de blessés et d'absents a été multiplié dans la Grande Ligue en raison de la pandémie et du calendrier resserré, Harris, lui, n'a pas manqué un seul match. Le mec veut participer à toutes les rencontres et tout donner chaque soir. Il ne veut jamais s'arrêter et nous devons parfois le limiter un peu. À chaque fois que l'on parle de repos, il râle et il est important de le protéger de lui-même parfois. N'empêche que d'un autre côté, ce que je retiendrai, c'est que c'est providentiel d'avoir un gars comme lui dans l'équipe. Et oui, qu'est-ce que c'est précieux d'avoir un mec comme ça, d'autant plus dans une team qui toute la saison a dû faire avec les blessures. Alors après, c'est sûr qu'en défense, notamment en 1v1, c'est très difficile de compter sur lui, mais au vu de tout ce qu'il apporte d'autre de positif, je ne vais pas lui en tenir rigueur. Parmi les mecs utiles aussi, il y a Landry Shamet. Décevant en début de saison, il paraît retrouver son tir, et ce qu'il apporte là a de plus en plus d'impact dans cette équipe des Nets. Petit protégé de Kyrie Irving, il monte en puissance peu à peu, et pour les mêmes raisons que pour Joe Harris, son shoot est très utile. Alors après, soyons francs, il n'est pas non plus le sniper d'élite qui est son collègue, et il ne le sera probablement jamais. Par contre, mettre des triples quand il est ouvert, il sait le faire lui aussi, mais son jeu ne s'arrête pas là. Ce que j'aime chez Shamet, c'est qu'il peut dribbler, il peut créer son tir, et il peut évoluer avec la balle ou sans la balle. Ça par exemple, Harris n'est pas vraiment en capacité de le faire, les deux ont un profil différent. Shamet peut utiliser les prises à deux que provoquent ses potes pour profiter des espaces et enlever de la pression au trio. Alors certes, il ne sera probablement jamais All-Star, mais en tant qu'arrière qui sort du banc, il fait très bien le job, de mieux en mieux en tout cas. Dommage que lui aussi, du haut de son mètre 93, possède de réelles limites défensives. Celle-ci ne se voit pas autant que pour Harris, mais quand même. Souvent, l'ancien des Clippers n'est pas assez vif pour limiter des meneurs, mais pas assez costaud pour pouvoir étouffer des arrières. Il pourra dépanner, je ne veux pas non plus être super sévère avec lui, mais force est de constater que bien souvent ça ne suffira pas. Du coup, dans le pool des remplaçants, encore dans un profil différent, j'ai envie d'évoquer le cas Bruce Brown désormais. Lui, c'est un peu mon petit coup de cœur, je dois l'avouer. Et pour parler de lui, quoi de mieux que de donner la parole à ses coéquipiers. C'est un gars qui va sur le terrain et qui se donne à fond tous les soirs. Il pose des écrans, fonce vers le panier, il est incroyable pour couper et il a montré qu'il était capable de mettre dedans à 3 points. Il se démène et quand tu bosses comme un malade, quand tu t'accroches, de bonnes choses se produisent toujours. Je suis fier de lui. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Bruce Brown est un guerrier, un hustler. Bien sûr qu'il est limité par son playmaking pour vraiment jouer meneur ou même arrière, et qu'en raison de sa taille, il ne peut pas non plus jouer dessous. Mais pas grave, il compense par une énergie incroyable, il est partout. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gars d'1m93 qui tournent à plus de 5 rebonds par match en jouant à peine plus de 20 minutes, moi non. Et ce que j'aime aussi, on y vient, c'est que lui, rien que par son envie, peut être un bon défenseur. Il ne pourra quand même pas trop switcher, c'est sûr, en raison de son manque de longueur, mais peu importe. La hargne qu'il met dans son jeu est contagieuse, en attaque comme en défense, et ça me séduit. Bon, après, le souci, c'est que je ne veux pas non plus le mettre 40 minutes par match quand j'ai de tels objectifs que ceux des Nets. C'est un peu comme Claxton, quoi, il manque d'expérience et de skills pour avoir un rôle capital dans la rotation d'une équipe contender. Cependant, tu peux quand même l'envoyer en mission pendant une bonne vingtaine de minutes et être certain qu'il répondra présent, toujours prêt au combat.
Allez, on finit notre tour des roleplayers avec une petite French touch, Timothée Luau Cabarro, qui à Brooklyn, je pense, a trouvé une maison qui lui convient. Bien sûr, il est un gars discret, qui rarement explosera les compteurs au scoring. Bien sûr, de temps en temps, même si c'est de plus en plus rare, il lui arrive de ne pas mettre un point et de ne tenter que très peu de shoots. Ceci dit, j'aime quand même ce qu'il produit dans tous les secteurs. Il apporte de l'intelligence, de la défense, des transitions, met ses tirs ouverts et exécute toutes ces petites choses qui n'apparaissent pas sur une feuille de match. Il est un vrai facilitateur qui ne fera que peu d'erreurs, et rien que ça c'est valuable. Alors évidemment, c'est sûrement trop juste pour lui donner un gros rôle en playoff dans une équipe des Nets au complet, mais quand même, apporter 10-15 grosses minutes très intenses pour faire souffler les titulaires, il peut le faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles TLC a lui aussi une réelle utilité dans ce collectif. En fait, je trouve que le français est un peu à l'image de tous les roleplayers des Nets que l'on vient aborder. Il connaît son rôle, l'accepte et fait exactement ce qui est attendu de lui. On verra dans ce sens-là aussi ce que pourra donner la récente signature de Mike James, que je trouve plutôt intéressante, mais que je ne peux pas analyser tout de suite vu que je ne l'ai pas encore vu jouer. J'en parlais la semaine dernière quand j'évoquais les Warriors, pour moi il n'y a rien de pire que de forcer à des gars de jouer dans des rôles qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas naturels chez eux. Nash là-dessus, et c'est tout à son honneur, a su créer en attaque un système qui permettait de capitaliser sur toutes les qualités de ses éléments, et ça je kiffe. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu, parler du coaching c'est la prochaine étape. L'ancien meneur, de par son statut d'ancien double MVP, est respecté par ses joueurs, c'est indéniable, et déjà c'est un bon point, mais ce qui est appréciable, c'est que lui aussi respecte ses gars, il est conscient de leur talent, leur fait confiance, et offensivement, il les laisse jouer leur jeu. Tout ça, c'est essentiel dans une team comme les Nets, notamment pour un joueur comme Kyrie Irving, par exemple, qui n'a jamais beaucoup aimé être cadré. Nash a très bien compris ça, et visiblement, tant mieux, il ne souhaite pas enfermer Uncle Drew dans une case. Nous en débattons tout le temps, devons-nous mettre en place des systèmes pour lui, devons-nous essayer de l'aider? Peu importe, la réalité, c'est qu'il y a des moments où vous réfléchissez trop, alors qu'un gars comme lui peut simplement marquer des points grâce à son talent. C'est avec une mentalité comme ça que Nash a été validé par ses joueurs, et avec de tels égos dans son effectif, son profil correspond exactement à ce qu'il fallait à mon sens. Puis ce que j'aimerais ajouter aussi, et ce qui est forcément positif, c'est que les Nets sont à la pointe de la technologie. Là encore, plutôt que de tenter moi-même d'expliquer, je laisse la parole aux principaux intéressés. Ce qui est vraiment cool, c'est que Steve Nash utilise un iPad pour dessiner nos systèmes. Il a ce logiciel où chaque joueur est représenté, et où on peut déplacer la balle. Une fois qu'il a tout mis en place, il peut appuyer sur Play, et le logiciel nous montre le système sur l'écran. C'est la première fois que je vois ça. Et oui Blake, réveille-toi, nous sommes dans l'ère numérique désormais. Et l'avantage de l'iPad par rapport à une ardoise, c'est le nombre d'infos qui peuvent apparaître sur l'écran. Quand le système se joue, les pourcentages et les tendances de chacun s'affichent sur l'écran en temps réel et évoluent au fur et à mesure que les icônes se déplacent. Le turfu, je vous dis, on peut pas faire ça sur une ardoise et je trouve ça vraiment cool. Steve Nash est un coach moderne qui sait évoluer avec son temps et je n'ai pas de doute sur le positif que ça apporte à ses Nets. Plutôt que de bassiner ses joueurs avec de la stratégie, il laisse les iPads faire ça. Lui, il se concentre sur la cohésion, l'alchimie et la vie du groupe. Il est un leader né et je suis assez persuadé que son profil correspond parfaitement à l'équipe. Mais bon, ça je l'ai déjà dit, alors je n'insiste pas trop et je vais parler de ses limites aussi, parce que bien sûr personne n'est parfait. On le sait, en playoff, souvent c'est la guerre des tacticiens, à celui qui s'adaptera le mieux. Steve Nash peut-il être performant là-dedans, dans les ajustements, c'est l'inquiétude que j'ai. Autant en attaque, avec Mike D'Antoni comme assistant, je pense qu'il trouvera des solutions, autant en défense, j'ai plus de doutes. Est-ce que ça ne pourrait pas pénaliser les Nets tant on parle de défense aujourd'hui? J'ai bien peur que si. Du coup, avant de conclure, faisons un petit point là justement sur l'attaque et sur la défense. L'attaque, je vais pas trop en parler, je pense que vous avez capté. On a un trio ultra performant entouré de pièces complémentaires qui connaissent leur rôle et se régalent dans l'exécution. Avec Steve Nash qui est là pour cimenter le tout, je m'en fais pas pour Brooklyn de ce côté-là. Le ballon est partagé, il circule, ça joue en mouvement et avec dureté. Chaque élément est à sa place dans le système. Les Nets sont dans le top 5 des équipes qui distribuent le plus de caviar dans la ligue et possèdent simplement le meilleur offensive rating en NBA. Tout ça en plus, je le répète, en devant bouger constamment les rotations en raison des nombreuses absences qui ont pris place cette saison. La force de frappe offensive de cette équipe est d'une violence extrême et attention, en playoff ça peut réellement bombarder. Mais vient maintenant le sujet qui fâche, la défense. On en parlait au début quand on évoquait le secteur intérieur, la protection du cercle est un vrai souci chez ces Nets. Puis le truc en plus, c'est que de ce côté-là du terrain, ce n'est pas le seul problème. Kyrie Irving et Joe Harris par exemple, même si c'est un peu méchant, sont de gros courants d'air au niveau de la défense sur l'homme. Kyrie, on en parle peu, mais je trouve ça assez fou comment il s'économise pour l'attaque. C'est limite s'il ne demande pas à ses coéquipiers de switcher dès que son vis-à-vis chope la balle. Franchement, je pense que c'est pour éviter de se cramer principalement, parce qu'il sait faire, mais quand même, en défense, il a tendance à se cacher. Au périmètre, Bruce Brown et TLC, on en parlait plus tôt, peuvent faire des choses en défense, mais on le disait aussi, ils ne sont pas non plus assez performants pour pouvoir jouer 40 minutes dans une équipe qui joue le titre. C'est là que ça devient problématique. Vous savez qui est le meilleur protecteur de cercle, le meilleur contreur à Brooklyn? Je vous le donne en mille, ce n'est même pas un vrai intérieur, c'est Kevin Durant. Surprenant, non? Dans ce domaine, le départ de Jarrett Allen a fait beaucoup de mal. Et nouvelle chose surprenante aussi, parmi les joueurs principaux au périmètre, vous savez qui selon moi défend le mieux? James Harden, je vous le dis, j'ai même pas honte. Oui, je vous parle bien de ce gars dont il y a encore quelques années, tout le monde se foutait parce qu'en défense, il jouait constamment au torero.
KD et Harden meilleurs défenseurs parmi les cadres d'une équipe qui joue le titre. Ça ne vous choque pas? Moi si, un peu. Alors après, respect au barbu, qui même s'il n'est toujours pas un défenseur d'élite, a su élever son niveau de jeu de ce côté-là du terrain. Loin du ballon, il a du mal, mais sur l'homme, il est utile. Physique et rapide, il peut clairement résister en 1v1. Au vu du buste qu'il a, je vous le dis, il faut se lever tôt si vous voulez le poster. Pour moi, lorsqu'il est impliqué, parmi les arrières, il est l'un des meilleurs défenseurs de la ligue au poste bas, tout simplement. Ce qui est important pour moi avec le barbu en défense, c'est l'implication surtout, et KD est d'accord. Lorsqu'il était rookie, nous demandions à James de s'occuper des meilleurs joueurs adverses en sortie de banc. Il sait exactement ce qu'il doit faire en défense. Quand il est allé à Houston, il devait contrôler tellement l'attaque qu'il fallait trouver un compromis, mais il a toujours été bon pour intercepter des ballons, défendre au poste et utiliser sa force. Si nous lui demandons de défendre sur quelqu'un, il va aller sur le terrain et faire le boulot. Je pense que c'est un domaine sous-estimé de son jeu. Yep, je suis assez d'accord avec Durant là-dessus, mais de là à dire que ça règle tous les soucis, non, pas du tout. Par exemple, des équipes qui scorent peu dans la peinture de manière générale se régalent face aux Nets dans ce secteur, et ça m'inquiète, je ne le cache pas. Même si depuis le début du mois d'avril il y a un peu de mieux là-dessus, l'équipe est très loin d'être efficace. L'équipe fait partie des 3 teams qui font le moins d'interceptions de toute la ligue et possède l'un des 5 pires defensive rating de toute la NBA, ça pique. Quel contraste par rapport à l'attaque, en playoff ça pourrait piquer encore plus. Si le manque de vécu collectif ne m'inquiète pas offensivement au vu du talent de chacune des pièces, en défense il pourrait beaucoup plus me poser de questions. Pourtant être performant de ce côté-là, c'est bien la seule chose qui à mes yeux permettrait vraiment aux Nets de step up. En défense plus qu'ailleurs, ils doivent apprendre à se connaître, à compenser, à venir en aide, et là pour l'instant on est loin d'être parfait, il y a du taf. Tout le monde de toute façon est bien conscient que c'est la clé. C'est d'ailleurs l'expérience commune qui a permis à Brooklyn de s'améliorer un tout petit peu dans ce domaine ces dernières semaines. On joue plus dur maintenant et plus intelligemment, on a eu du temps pour nous entraîner, pour examiner les choses des deux côtés du terrain et c'est pour ça qu'on joue mieux. Au bout du compte, enfin on comprend mieux ce que l'on fait défensivement. Je suis d'accord avec Harden encore une fois, mais je n'affirmerai toujours pas que c'est suffisant. Même si en playoff tout le monde arrivait en bonne santé, le manque de vécu en défense pourrait tout gâcher. Maintenant, que conclure maintenant qu'on a tous ces éléments en main? Doit-on s'inquiéter pour une équipe qui présente des choses hallucinantes en attaque, mais qui présente tout l'inverse en défense? C'est la grande question. Déjà, pour aller au bout, c'est essentiel. À mes yeux, les Nets devront être au complet. Pour présenter la plus grosse force de frappe possible en attaque, tout le monde doit être en forme. Pour ce qui est de scorer, même sans avoir eu le temps de développer une alchimie, une cohésion, ça enverra du bois quand même, j'en suis sûr. Offensivement, KD, Harden et Kyrie n'ont pas besoin de 50 matchs pour performer. Les mecs ont tant de talent que d'ores et déjà ils peuvent se trouver les yeux fermés. Ils l'ont déjà montré d'ailleurs, ils se connaissent par cœur. On a des joueurs vétérans qui savent comment jouer, j'ai l'impression que ces gars peuvent finir mes phrases sans réfléchir. Ils connaissent le basket, ils me connaissent, ils se connaissent en tant que coéquipier ou en tant qu'adversaire et tout est très fluide entre nous. Rien qu'avec cette attaque de fou furieux, je vois déjà Brooklyn capable de dominer la grande majorité des autres teams de l'Est sur une série de 7 matchs. Et ce, je le dis, quel que soit le niveau défensif affiché en face. Par contre, probablement, à un moment donné, il faudra se confronter à des équipes comme Milwaukee ou Philadelphie. Et là, je vous le dis, j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour limiter Giannis Antetokounmpo, ce n'est plus un secret pour personne, il faut une défense collective, il faut dresser un mur, une packline, il faut se connaître, être soudé et compenser les erreurs de ses potes. En gros, tout ce qu'avait le Heat l'an dernier et que jusque-là, je n'ai pas vu à Brooklyn. Pour limiter Joel Embiid, il n'y a pas 1000 solutions non plus, il faut faire des prises à deux. Là, encore une fois, chez les Nets, je ne vois pas grand monde qui peut être efficace dans l'idée de faire ça. Lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes, je me rappelle très bien ce qui s'est passé. Joe Harris ou Kyrie Irving, par exemple, n'osaient pas vraiment venir en aide sur Joel Embiid sous le panier. Du coup, il faisait un petit pas comme ça vers lui, pas très franc, et se situait vraiment entre deux eaux, c'est le pire. Non seulement ils étaient inefficaces sur Joel, mais en plus ils laissaient Seth Curry ou Danny Green seuls au large. Forcément, en bons shooters qu'ils sont, ils ont sanctionné. Ce que je veux ajouter pour être complet, c'est que Doc Rivers est excellent pour utiliser les pick and roll afin de profiter des mismatchs. Il sait dessiner des systèmes pour choisir le joueur à cibler, et les Nets pourraient souffrir fort de ça. La semaine dernière, malgré des absences des deux côtés, les Sixers, pendant les 3/4 du match, avec ce stratagème, étaient pas loin de réaliser un blowout. Si à la fin Brooklyn est remonté, c'est simplement en raison des exploits individuels offensifs de Kyrie. Et ces exploits individuels offensifs, d'ailleurs, parlons-en, car à mon sens, c'est l'un des éléments principaux qui pourra sauver les Nets en playoff. Il va y avoir des matchs où tu auras beau faire ce que tu peux, ce que tu veux, tu prendras la foudre. Mais est-ce que ça peut tenir face aux meilleures équipes de la ligue sur une série de 7 matchs? Je me demande. Des gars comme Jrue Holiday, Ben Simmons ou Matisse Thybulle pourraient vraiment être envoyés en mission sur les scoreurs des Nets, et ça pourrait faire mal. Je ne dis pas non plus que ça va les stopper, mais ça pourrait tout de même leur mettre de gros bâtons dans les roues. Sachant que dans la peinture, en deuxième rideau, il y aura des gars comme Joel Embiid et Dwight Howard d'un côté, ou Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez de l'autre, ça peut vraiment dissuader. Bon, ça ne sera pas utile à tous les matchs, c'est sûr, et je le répète, quand le trio sera en feu, les Nets seront sûrement inarrêtables. Ceci dit, à mes yeux, Brooklyn n'est peut-être plus autant favori
favoris que ce qu'il n'y paraissait en début de saison. Si à la base je me disais que ces Nets, au vu de leur effectif, avaient genre 80% de chances d'accéder au final NBA, je suis aujourd'hui beaucoup moins catégorique. En vrai maintenant, je donnerais à peu près un tiers de chance aux Nets, un tiers aux Bucks et un autre tiers aux Sixers. Allez, pas tout à fait, je garde quelques pourcents pour le 8 quand même, on ne sait jamais, mais vous avez compris l'idée. La guerre de l'Est risque en tout cas d'être accrochée et passionnante, voilà pourquoi je finirai là-dessus. À ce jour, les Nets semblent peu se préoccuper de la première place de l'Est. Ils préfèrent économiser Durant et Harden en fonction des playoffs et je les comprends très bien. L'essentiel est là, pour aller le plus loin possible en playoffs, c'est la condition sine qua non, tout le monde devra être en bonne santé. Mais attention, en jouant trop le load management, ça pourrait être dangereux de terminer deuxième de la conférence. Si la logique est respectée, cela obligerait Brooklyn à se taper Milwaukee au deuxième tour, puis Philadelphie en finale de conférence. Ça pourrait être très usant. Bon après, je ne dis pas que ce sera une partie de plaisir de se taper Miami aussi, mais quand même, dans l'idée d'affronter Brooklyn, je sens le Heat moins armé que les Sixers ou les Bucks au vu du profil de l'équipe. Donc moi je le dis, la meilleure chose qui pourrait arriver à ces Nets, c'est de terminer premier de la conférence Est en espérant qu'au deuxième tour, Philadelphie et Milwaukee s'étrillent. Il suffirait ensuite en finale de conférence d'aller cueillir le vainqueur épuisé de ce combat à mort pour choper une place en finale NBA. Si de telles conditions devaient avoir lieu, je ne m'en ferais pas trop pour les Nets en vrai. Sauf que cette première place, elle ne va pas être simple à aller chercher. Les Sixers là, même s'ils restent sur une série de défaites, s'y accrochent méchamment. De plus, ils possèdent le tiebreaker, et une fois que la double confrontation contre les Bucks sera passée, leur calendrier est plutôt simple. Alors avec un Harden qui pourrait ne pas jouer pendant de longues semaines, rien ne sera offert sur un plateau pour ces Nets. Allez, je ne vais pas dramatiser non plus car rien n'est perdu encore, pas du tout même. Par contre, ceux qui imaginaient cette équipe se qualifier en finale NBA les doigts dans le nez, eux peuvent s'inquiéter, car je vous l'assure, il y en aura du combat. Et là, je m'en frotte les mains. La patience, j'avoue, habituellement, c'est pas trop mon truc, mais là, j'ai pas le choix, et je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir tout ça. Voilà pour ce qui est des Nets, voilà pour ce qui est de mon 54e Coast to Coast. Phew, c'était long mais j'avais envie d'être complet, j'en avais des choses à dire sur cette team. Mais du coup, vous en pensez quoi? Comme d'hab, je vais vous demander en commentaire de leur mettre une note sur 10 concernant leurs chances d'aller en finale. À 10, ça veut dire qu'ils vont tout péter et se qualifier sans forcer, à 0, ça veut dire que selon vous, ils se feront sweeper dès le premier tour. N'hésitez surtout pas, lâchez-vous, ça m'intéresse, j'adore connaître les tendances de la commu, je prends tout ensuite et je fais des moyennes. Moi, pour info, je leur mets 4 environ, le chemin vers la finale sera loin d'être sans embûche. Mais bref, stop le blabla maintenant car à mon avis on s'en tape désormais, je l'ai assez donné, c'est à vous de me donner le vôtre. Sinon je vous le rappelle, venez me follow sur Twitch, absolument, please, ce serait trop cool qu'on puisse commencer avant les playoffs. Alors comptez sur moi, je vais taffer de mon côté pour être sûr d'être prêt, mais vous pendant ce temps s'il vous plaît, venez me follow en masse. Et puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Ouais. Oh yeah, le fameux 4 à la suite de Julien Lepers qui permet de référencer une vidéo comme il se doit. Et si vous voulez soutenir encore plus, notamment pour le débarquement sur Twitch, qui engendre beaucoup de frais en ce moment, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee. Pour l'instant, j'ai acheté tout plein de trucs, tout plein de matos, et je suis bien broke, donc la carte d'acquisition pour le gaming, ça attendra. Ceci dit, si vous voulez me faire ne serait-ce qu'un mini don pour accélérer les choses, ne vous gênez surtout pas. Vous inquiétez pas, j'en ferai bon usage, et merci en tout cas à tous ceux qui ont apporté leur pierre à un moment ou à un autre. Si on continue à évoluer, c'est grâce à vous, alors gros big up, j'apprécie fort là-dessus. À très vite.